À 3 heures du matin, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle était un royaume de verre et de silence feutré, un non-lieu où les âmes transitaient. Sous les lumières crues qu'ignaient la nuit, le terminal 2 vivait au rythme mécanique des annonces multilingues et du glissement des valises sur un sol trop parfait. Dans ce ballet impersonnel, une dissonance, Lucas, 12 ans. Il n'était pas un voyageur, mais un habitant de ce purgatoire moderne. Chaque recoin lui était familier, chaque horaire de vol une promesse de survie. 3 heures, les arrivées de Dubaï. 4 heures, Singapour. 5 heures, New York. Il ne chassait pas les destinations, mais les miettes laissées par ceux qui les atteignaient, la fatigue d'un touriste qui ne marchanderait pas pour des bonbons, la précipitation d'un homme d'affaires qui laisserait tomber une pièce sans la regarder. Son apparence était un collage de la générosité et de l'oubli des autres. Un t-shirt du PSG, trop grand, don de Fatima, femme de ménage. Des baskets tenues par un miracle de colle forte, rescapées d'une valise abandonnée. La saleté sur ses joues n'était pas un manque d'hygiène, mais la topographie d'une existence en marge. Circule, gamin. La voix de Bernard, l'agent de sécurité, était un rituel. Il le chassait pour la forme, mais ignorait volontairement la petite ombre qui se blottissait la nuit derrière un ficus synthétique. Un pacte non verbal, un minuscule acte d'humanité dans un océan de procédures. Lucas s'éloigna, son sac en plastique crissant doucement. Il contenait son capital, des chewing-gums, des mouchoirs. Son estomac, lui, était vide depuis la veille, à l'exception d'un morceau de pain rassis. La faim n'était plus une souffrance, mais une constante, un bruit de fond, tout comme les langues qu'il collectionnait comme des trésors. L'anglais pour vendre. L'espagnol pour aider. Le mandarin pour surprendre. L'arabe, appris auprès de réfugiés syriens, pour comprendre un monde plus vaste que ce terminal. Lucas n'était pas seulement polyglotte, il était un caméléon linguistique, changeant de peau verbale pour survivre. Il s'immobilisa près du salon VIP d'Air France, un aquarium de luxe inaccessible. Derrière la vitre fumée, des hommes en costume refaisaient le monde, un verre de whisky de 18 ans d'âge à la main. Leur rire parvenait, assourdi. Lucas posa un doigt sur la vitre, une empreinte éphémère sur une forteresse de privilèges. C'est là qu'il les vit. 4 hommes, l'arrogance taillée dans le tissu de leur costume, le bruit de leur rire déchirant la quiétude du hall. En tête, une silhouette qu'il reconnut pour l'avoir vue dans un magazine Capital trouvé dans une poubelle, Laurent Montaigne, le magnate de Montaigne Aviation. L'instinct de survie de Lucas, aiguisé par des années de précarité, sonna l'alarme. Un groupe d'hommes riches, grisés par l'alcool d'un vol long courrier, était une variable trop dangereuse. Il voulut s'effacer, mais une crampe de faim le trahit par un gargouillement sonore. La voix de Montaigne fut comme un claquement de fouet. Tiens, tiens. On dirait que le zoo de Vincennes a une annexe à Roissy. Ses amis s'esclaffèrent. Lucas sentit le sang quitter son visage. Il était redevenu invisible, mais de la mauvaise manière, non plus ignoré, mais transformé en objet de dérision. Il doit renifler les restes du salon, ajouta un autre, admirant sa Rolex. Ces petits voyous pullulent. On se croirait à la gare du Nord. Le troisième sortit son téléphone. Parfait pour ma story Insta. Misère en direct de CDG. Lucas fixa le sol. Ne pas réagir. Ne pas exister. Mais à l'intérieur, une colère froide commençait à monter, une chose nouvelle et brûlante. Il se fait combien par jour, à votre avis? Lança Montaigne, comme on évalue du bétail. 15 €, si la journée est bonne. Il ne doit même pas savoir ce qu'est une multiplication. Lucas se mordit l'intérieur de la joue. Il connaissait les multiplications, et les divisions, et les taux de conversion de 7 devises différentes. Il savait surtout la valeur d'un repas chaud, une connaissance qui leur était probablement étrangère. L'horloge affichait 3h47. Plus que 13 minutes avant l'arrivée du vol de Dubaï. Il le savait, car un agent de piste lui avait parlé d'une délégation qatari. Le hasard, ou le destin, tissait sa toile. Laurent Montaigne s'avança, le son de ses mocassins à 5 000 € résonnant comme une insulte sur le granit. Il exhiba un billet de 100 €. Tu vois ça, le nain? C'est le PIB mensuel de ta famille. Lucas ne répondit pas, mais il leva les yeux. Et dans ce regard, Laurent Montaigne vit quelque chose qui le déstabilisa. Pas de la peur.
pas de la haine. Juste une insondable et vieille lucidité. Laurent, on y va, lança un de ses amis. Le salon nous attend. Une seconde. Je fais une œuvre de charité. Il laissa tomber une pièce de 2 €, qui roula et s'immobilisa près des pieds de Lucas. Le tintement fut obscène. Ramasse. Lucas ne bougea pas d'un millimètre. Sourd, en plus d'être crasseux? J'ai dit, ramasse. Alors, le garçon parla. Sa voix n'était pas celle d'un enfant. Elle était calme, précise, et tranchante comme du verre brisé. Non. Laurent Montaigne, habitué à ce qu'on lui obéisse avant même qu'il ait fini de parler, cligna des yeux. Pardon? J'ai dit non, monsieur. La charité, c'est pour ceux qui ne travaillent pas. Moi, je travaille. Les amis de Montaigne éclatèrent d'un rire qui sonnait faux. Tu travailles? Se moqua l'un d'eux. À quoi? À faire fuir les touristes? Lucas releva le visage, et la pleine lumière des néons éclaira ses traits. Laurent sentit un malaise diffus, une impression de déjà-vu qui lui serra les entrailles. Je vends des bonbons. Je traduis pour les touristes perdus. Je porte des valises. C'est un travail. Tu traduis? Le rire de Laurent était forcé. Tu baragouines à peine le français, j'imagine. À cet instant précis, une annonce en arabe emplit le hall. Sans même y penser, Lucas en murmura la traduction française. Un réflexe. Laurent se figea, le sourire figé sur ses lèvres. Que as-tu dit? Rien, monsieur. Si. Tu as traduit. Tu as compris l'annonce. Le silence s'installa. Les amis avaient cessé de rire. L'atmosphère avait changé. Lucas se contenta de hausser les épaules. Je vous ai dit que je faisais des traductions. Vous avez choisi de ne pas me croire. Le téléphone d'un des acolytes vibra. C'est l'assistante, dit-il, le visage soudain grave. Les investisseurs qataris sont là. Le traducteur officiel a eu un accident. Il ne viendra pas. Il demande si on a une solution. Le regard de Laurent croisa celui de Lucas. Le temps sembla suspendu. Pour traduire une réunion d'affaires. Tu demanderais combien? La question de Laurent était un mélange de sarcasme et d'un début de panique. La réponse de Lucas fusa, sans une once d'hésitation. 1 000 €. Le chiffre était une provocation. Un délire. C'était aussi, ironiquement, le montant d'un pourboire que Laurent laissait sans y penser après un bon dîner à Doha. 1 000 €? Tu es fou. C'est le tarif syndical pour un traducteur expert en négociation internationale. J'ai vérifié sur Google dans un café. Vous pensiez que je ne savais pas compter. Je sais aussi évaluer la valeur de mes compétences. Laurent était piégé. Ses amis le regardaient, attendant qu'il pulvérise l'insolent gamin. Mais il était sans voix. 4 heures. Les portes automatiques s'ouvrirent, libérant un groupe d'hommes en dish d'achat. Laurent sentit une goutte de sueur couler le long de sa tempe. Sa société, Montaigne Aviation, jouait son avenir sur cette réunion. Tu as 60 secondes pour me prouver que tu n'es pas un charlatan, lâcha-t-il. Lucas eut un très léger sourire. C'était un sourire qui ne promettait rien de bon pour les certitudes de Laurent Montaigne. Les investisseurs étaient à 20 mètres. La vie de Lucas, jusqu'ici une ligne droite de survie au jour le jour, venait de prendre un virage à angle droit. Les investisseurs qataris approchaient, leurs tuniques immaculées fendant la foule clairsemée du terminal. Lucas en compta 5, le leader se distinguant par une tablette à la coque dorée. Vas-y, pressa Laurent. Montre-moi. 30 secondes. Lucas emplit ses poumons de l'air recyclé de l'aéroport et parla. Sa voix était posée, son arabe mélodieux. Un employé égyptien de la boutique Ortax s'arrêta, bouche bée. Qu'a-t-il dit? Demanda Laurent. L'employé répondit, l'air incrédule. Il a dit qu'il maîtrisait l'arabe des affaires, appris au contact de réfugiés syriens, et qu'il était capable de gérer la traduction simultanée de termes techniques. C'est un arabe d'une pureté académique, monsieur. Stéphane Ménard, un des amis de Laurent, murmura, c'est un numéro qu'il a appris par cœur. Testez-moi,
Alors, lança Lucas, le défi dans la voix. Anglais, espagnol, mandarin, russe. Russe. David Moreau, le directeur financier, composa un numéro. J'appelle ma secrétaire à Moscou. Au bout du fil, une voix féminine ensommeillée et furieuse déversa un flot de paroles slaves. Sans la moindre hésitation, Lucas traduisit, elle vous traite d'inconscient, se plaint du décalage horaire et vous informe que ces minutes vous seront facturées au tarif de nuit. Elle a aussi fait une remarque désobligeante sur votre épouse que la bienséance m'interdit de répéter. David, pivoine, raccrocha. Les investisseurs, menés par M. Al-Rachid, n'étaient plus qu'à quelques mètres. D'accord, concéda Laurent, toute trace de moquerie disparue. Tu as des notions. Mais traduire des termes aéronautiques complexes, c'est un autre niveau. Je sais, répondit Lucas. D'où les 1000 €. On annule, Laurent, suggéra Théo Duval. Annuler? Rétorqua Laurent. Tu sais ce que représente ce contrat? Airbus et Dassault sont sur les rangs. C'est maintenant ou jamais. Laissez-moi faire une démonstration, proposa Lucas. Je traduis les salutations. Si ça ne convient pas, je disparais. Et si ça convient? Le paiement se fera aujourd'hui. En liquide. Laurent était face à un dilemme absurde. Faire confiance à un gamin des rues ou voir s'envoler le contrat de la décennie. Ces vêtements sont une insulte, grogna Stéphane. Il va nous ridiculiser. M. Al-Rachid, intervint calmement Lucas, a bâti sa fortune en partant de rien. Il vendait des dates dans un souk. Pensez-vous qu'un homme comme lui juge un livre à sa couverture? Laurent était sidéré. Comment tu sais ça? Je lis les magazines d'affaires que les gens laissent dans les avions. Capital, le mois dernier. C'est mon passe-temps. Le téléphone de Laurent sonna. Son assistante. Ils sont là. Il demande le traducteur. Il regarda Lucas. Le garçon ne s'y a pas. Et dans ses yeux, Laurent vit quelque chose de terriblement familier, une étincelle, une force qui lui rappela quelqu'un. Pourquoi 1000 €? Demanda-t-il, sa voix soudainement rauque. Dis-moi la vérité. Lucas baissa les yeux un instant. C'était le montant que ma mère considérait comme le juste prix pour une journée de son talent. Avant de mourir. Elle était traductrice? Elle était. Lucas se tut. C'est sans importance. Ils repartent. S'écria Théo. Laurent n'hésita plus. Ouais, please. Cria-t-il en anglais. We have a translator. M. Al-Rachid se retourna, son regard scrutateur s'arrêtant sur Lucas. This child? Laurent sentit sa carrière entière tenir à sa réponse. Yes. Et he sort translator. The best in Paris. Al-Rachid s'approcha de Lucas, lui adressa quelques phrases rapides en arabe. Lucas répondit avec la même aisance. L'arabe eut un sourire approbateur. Il a reconnu dans mon accent celui des réfugiés que son fonds soutient à la Croix-Rouge, expliqua Lucas. Al-Rachid se tourna vers Laurent. The translator is acceptable. On one condition. The boy get paid first. He don't do business with people who don't respect their employés. L'ironie était cinglante. Laurent sortit 1000 € de son portefeuille. Lucas refusa l'argent. Je serai payé quand le travail sera fait. Et seulement si vous êtes satisfait. C'est le principe. Stéphane ne put retenir un murmure, ce gamin a plus de principe que notre conseil d'administration. Al-Rachid rit de bon cœur. I like this boy. Let's talk. En marchant vers le salon VIP, David murmura à l'oreille de Laurent, la forme de son visage. Ses yeux. Tu ne vois pas? C'est le portrait de Sophie. Tais-toi, siffla Laurent, sentant un abîme s'ouvrir sous ses pieds. Sophie Dubois est morte. Sans enfant. J'ai vérifié. L'as-tu vraiment fait? À l'entrée du salon, un vigile stoppa Lucas. Pas toi, gamin. Al-Rachid se retourna, son autorité naturelle faisant reculer l'agent de sécurité. Et is my special guest. Lucas entra.
Ses baskets usées s'enfoncèrent dans un tapis perçant qui valait plus qu'il ne gagnerait en 10 vies. Laurent le regardait, et le visage de Sophie Dubois se superposait à celui de l'enfant. La ressemblance était maintenant une évidence douloureuse. Commençons, dit Al-Rachid. Puis-je faire une suggestion? Dit Lucas. M. Al-Rachid apprécie les préliminaires. Une conversation, un café arabe. Entrer directement dans le vif du sujet serait une offense. Laurent, abasourdi par tant de clairvoyance, ne put qu'acquiescer. Alors qu'un serveur apportait le café, Al-Rachid engagea la conversation. Lucas traduisait, jonglant entre les langues avec une virtuosité déconcertante. Puis, la question tomba, brutale, inattendue. Ask monsieur. Montaigne why et Fired is best translator 12 years ago. Sophie Dubois. Le monde de Laurent bascula. Il sentit le regard de tous les hommes dans la pièce converger vers lui. Lucas traduisit la phrase, sa voix se brisant sur le nom de sa mère. Comment la connaissez-vous? Articula difficilement Laurent. Elle a traduit pour moi une fois, répondit Al-Rachid en anglais. Une femme brillante. Elle a disparu. J'ai entendu qu'elle était morte. Dommage. Elle avait un don. Comme ce garçon. Le silence était total. Tu as connu Sophie Dubois? Demanda Laurent à Lucas, la voix étranglée. Lucas leva des yeux où brûlait une douleur vieille de 12 ans. C'était ma mère. Elle est morte quelques années après que vous l'ayez renvoyée. Enceinte. Elle est morte en me disant qu'un jour, je vous prouverai que sa dignité et la mienne valaient plus que toutes les actions de votre entreprise. Le parfum du café emplissait la pièce, mais personne n'y toucha. Al-Rachid regarda Laurent, puis Lucas. Je crois, dit-il lentement, que cette réunion vient de prendre une tournure beaucoup plus intéressante. Le silence qui s'abattit sur le salon VIP était si profond qu'on aurait pu entendre le givre se former sur les vitres. Laurent Montaigne regardait Lucas, mais voyait le fantôme de Sophie, le jour où il l'avait chassé de son bureau. Tu es le fils de Sophie Dubois? La question était un souffle. Elle est morte il y a 3 ans, précisa Lucas, sa voix dénuée d'émotion. D'une pneumonie, à l'hôpital Bichat-Claude Bernard. Faute de pouvoir payer les bons antibiotiques. Ses amis, Stéphane, David, Théo, se sentaient de trop. Ils connaissaient tous l'histoire de la brillante traductrice, licenciée pour conflit d'intérêts le jour où elle avait annoncé sa grossesse. Al-Rachid sirota son café, ses yeux de faucon analysant Laurent. « Let the boy translate », ordonna-t-il. « Je veux cette histoire en 3 langues. » Lucas obéit. Devenu simple instrument, il traduisit sa propre tragédie. Ma mère a consacré 5 ans à Montaigne Aviation. Elle parlait 8 langues. Quand elle a appris sa grossesse, elle a demandé un congé maternité. Le lendemain, son poste était supprimé pour restructuration. C'est faux, il y avait un plan de licenciement, protesta faiblement Laurent. Une nouvelle traductrice a été engagée la semaine suivante, pour un salaire inférieur de moitié, poursuivit Lucas, imperturbable. David Moreau, le DAF, se sentit blêmir. Il avait signé les papiers. L'économie était substantielle. Continue, dit Al-Rachid. Ma mère a été mise sur liste noire. Personne ne voulait l'embaucher. Elle a survécu en traduisant des notices de médicaments depuis notre petit hôtel de Noisy-le-Sec. Elle m'a tout appris. Elle disait que la connaissance était le seul héritage qu'on ne pourrait jamais me voler. À 8 ans, je l'aidais déjà, traduisant des prospectus pour quelques euros. Et ton père? Osa Théo. Lucas tourna son regard intense vers Laurent. Ma mère disait qu'il avait préféré ses avions à son fils. Laurent se leva, tournant le dos à l'assemblée. Dehors, un Boeing 777 décollait. Je ne savais pas. Sophie ne m'a jamais dit. Point que vous étiez le père, acheva Lucas. Elle a essayé. Vous avez refusé de la recevoir. Al-Rachid rejoignit Laurent près de la fenêtre. Mon ami, la vie vous offre rarement une chance de racheter vos erreurs. Ce garçon n'est pas une erreur. C'est un miracle. Il a son talent à elle, et votre ambition à vous. Un mélange explosif. Revenant à la table, il déclara, ma proposition, Lucas traduit cette négociation.
chaque clause. S'il réussit, l'investissement passe de 50 à 70 millions d'euros. En contrepartie, 15% de Montaigne Aviation seront placés dans un trust à son nom. C'est de la folie! S'exclama David. Ce n'est qu'un enfant. Un enfant qui vient de vous apprendre l'arabe, le russe et le respect, rétorqua Al-Rachid. Et s'il échoue? Demanda Laurent. Il n'échouera pas, dit Al-Rachid. Je n'ai pas besoin de votre pitié, intervint Lucas. Ce n'est pas de la pitié, c'est un investissement, corrigea l'homme d'affaires. Je reconnais un pur sang quand j'en vois un. Laurent fixa Lucas, cherchant un défaut, une faille. Mais il ne voyait que la force tranquille de Sophie. Tu es sûr d'être mon fils? Le garçon sortit de sa poche un acte de naissance usé, protégé par une pochette plastique. Nom du père, Laurent Auguste Montaigne. Stéphane le vérifia. C'est authentique, Laurent. La date correspond. 9 mois après la fête de Noël de l'entreprise. Assez, coupa Laurent. L'alerte de son ordinateur lui rappela la présentation qu'il devait faire. Elle lui parut soudain dérisoire. Une dernière condition, ajouta Al-Rachid. Laurent devra reconnaître légalement cet enfant. C'est non négociable. Lucas se leva. J'accepte de traduire. Mais à mes conditions. 1. Mes 1000 euros, comme promis. 2. Une reconnaissance écrite que j'ai sauvé ce contrat. 3. Il fixa Laurent. Je veux que vous m'expliquiez pourquoi une femme aussi forte que ma mère pleurait en regardant le ciel. Le souvenir submergea Laurent. Sophie, sur le toit, les yeux humides. Elle pleurait parce qu'elle rêvait de voir le monde qu'elle ne faisait que traduire. Non, corrigea Lucas. Elle pleurait parce que l'homme qu'elle aimait était un lâche qui préférait la sécurité de sa cage dorée à la liberté de l'amour. Le téléphone d'Al-Rachid sonna. Mes avocats sont là. Alors, monsieur Montaigne? David lui fit un signe de tête encourageant. C'est ta seule chance, Laurent. De tout sauver. L'entreprise, et peut-être, une partie de ton âme. Pourquoi faites-vous ça? Demanda Lucas à Al-Rachid. Ce n'est pas juste les affaires, n'est-ce pas? Ce garçon est trop perspicace, rit Al-Rachid. Non, ce n'est pas que les affaires. C'est l'histoire. Une histoire de rédemption. C'est le meilleur investissement qui soit. Je parie sur vous, jeune homme. Sur la force de votre mère et l'ambition de votre père. Laurent tendit la main à Al-Rachid. Marché conclu. Et le garçon? Il reste avec moi, dit Laurent, sa voix brisée. Il attrapa le bras de Lucas. Pourquoi ne pas m'avoir détruit? Ma mère m'a appris que la vengeance est un poison qu'on boit en espérant que l'autre meure. Construire est toujours plus difficile, et plus digne. Dans la salle de conférence, les avocats attendaient. Al-Rachid tendit un contrat de 47 pages à Lucas. Commencez. Lucas se mit à lire, puis à traduire. Le premier article fit blêmir Laurent. Clause de paternité responsable, l'investisseur se réserve le droit d'annuler l'accord si le PDG ne démontre pas une conduite familiale exemplaire, y compris la reconnaissance de tous ses descendants. Al-Rachid sourit. La partie d'échecs avait commencé. La traduction se poursuivit pendant des heures. Lucas naviguait dans le jargon juridique et technique avec une aisance déconcertante. Il corrigea même une erreur dans le calcul des coûts de kérosène, faisant économiser des millions à l'entreprise. Il suggéra une modification d'itinéraire qui optimisait les taxes aéroportuaires. Laurent le regardait, fasciné. Ce n'était pas un enfant, c'était un génie stratégique. Puis vint la dernière page, la clause de succession. Point en cas de décès du PDG, un héritier direct et légitimé devra être formé pour prendre la relève. Vous saviez. Explosa Laurent, se tournant vers Al-Rachid. Vous avez tout manigancé. Je savais que Sophie avait un fils. Le reste, c'est l'œuvre du destin. Lucas se leva. La traduction est terminée. Il tendit la main vers Laurent. Mon paiement. Laurent lui tendit les billets, mais Lucas s'arrêta. Une dernière question. Saviez-vous qu'elle était enceinte? Quand vous l'avez virée? Le mensonge était tentant. Oui, avoua Laurent.
Je le savais. Lucas prit l'argent. Parfait, dit Al-Rachid. Maintenant, Laurent, convainquez-moi d'investir dans un homme de votre acabit. Attendez, dit Lucas. Je n'ai pas tout traduit à la lettre. La panique s'empara de Laurent. Page 23. Une clause piège. En la traduisant littéralement, vous cédiez le contrôle majoritaire de votre entreprise. Je l'ai reformulé pour protéger vos intérêts. Al-Rachid se mit à applaudir. Il a réussi le test final. Il n'est pas juste loyal à sa parole. Il est loyal à son sang. Sophie serait si fière. Laurent, anéanti, ne put que murmurer « Pourquoi ?» Parce qu'un fils ne laisse pas son père se faire détruire. Même si ce père ne le mérite pas. Et parce que je voulais vous montrer que ma valeur ne se mesure pas en euros. Elle se mesure en dignité. Le silence tomba, lourd de 12 années de non-dit. Laurent attrapa le bras de Lucas. Le premier contact. Dis-moi où tu dormais. La vérité. Lucas décrivit sa vie. Les terminaux, les centres d'accueil, les nuits sans sommeil. Les dimanches à la bibliothèque, à dévorer des manuels d'aviation. Pourquoi l'aviation ? Demanda Al-Rachid. Pour comprendre ce que ma mère trouvait de si fascinant dans le monde qui l'a détruite. Pour comprendre l'homme qu'il avait choisi. Laurent, le cœur en miettes, raconta sa rencontre avec Sophie, leur passion, sa lâcheté. Le docteur Lefebvre revint avec les résultats ADN. Compatibilité de 99,97%. C'était officiel. La réalité frappa Laurent de plein fouet. Al-Rachid fit alors à Lucas une offre inouïe, une vie de luxe et d'études à Dubaï. Ou tu restes ici, avec un père qui t'a renié. Laurent crut mourir. Il allait le perdre. Je vous remercie, monsieur, répondit Lucas. Mais ma mère m'a appris que la liberté n'a pas de prix. Je reste. Je veux voir si cet homme peut apprendre à être un père. Al-Rachid révéla alors son secret, Sophie lui avait sauvé la vie de sa fille des années auparavant, en corrigeant une erreur de traduction médicale. Je lui devais une dette. Aujourd'hui, elle est payée. Il signa le contrat, y ajoutant une clause, la création de la fondation Sophie Dubois. Lucas serait au conseil d'administration. J'ai 12 ans, rappela-t-il. Et la maturité d'un homme de 50, rétorqua Al-Rachid. Laurent s'agenouilla devant son fils. Je t'accepte comme mon héritier. Relevez-vous, dit Lucas. Ma mère disait que les montagnes ne ploient jamais. Au moment où l'accord était scellé, la porte s'ouvrit sur Christine Montaigne, sa femme, flanquée de leurs 2 fils et d'une armée d'avocats. Laurent. Qu'est-ce que ce spectacle ? Elle toisa Lucas avec mépris. Laurent prit une grande inspiration. Christine, je te présente Lucas. Mon fils. Le choc fut total. S'ensuivit une confrontation violente, où les vérités furent jetées comme des armes. Mais au milieu du chaos, une chose inattendue se produisit. Hugo et Jules, les 2 fils de Laurent, furent fascinés par Lucas. Sa force, son intelligence, son histoire. Ils le défendirent contre leur propre mère. C'est notre frère, dit Hugo. Et il est bien plus cool que tous nos cousins réunis, ajouta Jules. Le docteur Lefebvre confirma la paternité. Christine, voyant ses fils choisir le camp de cet inconnu, et comprenant l'ampleur du contrat qui venait d'être signé, eut un éclair de génie pragmatique. Elle déchira les papiers du divorce. Très bien. 3 conditions. Il vit avec nous. Thérapie familiale pour tous. Et nous dirigerons la fondation ensemble. Lucas tendit la main à cette femme qu'il avait insultée 5 minutes plus tôt. Acceptez. Emmenez votre frère prendre une douche, ordonna-t-elle à ses fils. Il empeste. 6 mois plus tard, Lucas, en uniforme impeccable, traversait le même terminal d'aéroport. Il donna à Bernard, le vigile, une invitation pour l'inauguration du centre Sophie Dubois. Puis, il avisa un autre garçon, seul et effrayé, dans un coin. Il s'approcha. « Salut, je m'appelle Lucas. Tu parles d'autres langues ?» Le garçon hocha la tête. Un peu d'anglais. Lucas lui offrit le sourire de sa mère. « Viens. »
Je connais un endroit où tu pourras toutes les apprendre. En le guidant vers une nouvelle vie, il regarda un avion s'envoler. Il avait compris. Le but n'était pas de s'envoler pour fuir. Le but était d'avoir un endroit où atterrir en toute sécurité. Un foyer. Dans le reflet de la baie vitrée, il vit son reflet. Ni un enfant des rues, ni un héritier. Juste un pont entre deux mondes. Merci, maman, murmura-t-il. Tu avais raison. Pardonner, c'est construire. Le garçon à ses côtés demanda, vous avez parlé? Oui, dit Lucas. Je viens de dire tu n'es pas seul dans cette langue.